nos mémoires. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Emanuele Arioli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux et très honoré de vous avoir à notre micro alors que nous continuons notre série d'enregistrements réalisés ici au rendez-vous de l'histoire de Blois 2023. Alors Emanuele Arioli, votre nom est, si je puis dire, désormais associé à une grande découverte. Et quelle découverte, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau roman du Moyen-Âge, un roman en lien avec l'incontournable légende arthurienne. Ce roman porte un nom, Ségurant, le chevalier au dragon. Vous en aviez publié l'intégralité. Il s'agissait de votre thèse aux éditions universitaires Honoré Champion. Et vous venez d'en publier une édition accessible pour le grand public aux éditions Les Belles Lettres. Et il existe même une adaptation en bande dessinée chez Dargaud Seuil Jeunesse, je crois. Comment découvre-t-on un tel texte, Emanuele Arioli ? Quelle a été votre quête ? Parce que je ne vois pas d'autre mot pour définir ce long parcours, ce très long parcours à travers le monde et le temps. Oui, en effet, aujourd'hui, on n'imagine pas pouvoir trouver un roman inconnu de cette légende sur laquelle plein d'historiens et de spécialistes se sont penchés. Mais j'ai eu en effet beaucoup de chance et aussi une grande endurance. J'en ai fait commencer ma recherche en 2010 et je suis tombé sur un manuscrit à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Un manuscrit plus précisément des prophéties de Merlin, donc d'une œuvre déjà connue qui remonte au XIIIe siècle. Mais dans ce manuscrit, il n'y avait pas seulement les prophéties de Merlin, mais aussi les aventures d'un chevalier encore inconnu, nommé donc Ségurant ou le chevalier au dragon. Mais la chose la plus étonnante est que cette histoire, elle s'interrompt. C'est-à-dire ce manuscrit est incomplet. Donc on suit les aventures de ce chevalier, mais le texte s'arrête au milieu d'une phrase. C'est vraiment un recto qui est rempli jusqu'au bout et puis le verso est vide. Et du coup, en arrivant à la fin de ce manuscrit, je me suis dit, est-ce que c'est possible de trouver ailleurs les autres morceaux ? Et donc, j'ai commencé une grande quête qui a duré 10 ans en tout pour rechercher les autres morceaux. Et en 10 ans de recherche, j'ai réuni 28 manuscrits, donc conservés non seulement en France, mais aussi en Italie, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis. Et en réunissant ces morceaux, j'ai réussi à recomposer ce texte disparu, qui est ce texte qui remonte au XIIIe siècle, mais qui a été prolongé et poursuivi pendant les siècles suivants. C'était vraiment un best-seller en quelque sorte, si bien que pendant 3 siècles, il a été réécrit et prolongé. Mais alors, d'un point de vue méthodologique, comment vous êtes arrivé aux États-Unis ? Comment vous êtes arrivé en Allemagne, en Suisse ? C'est la chance qui a joué, c'est les référencements sur Internet. Comment, au fond, à partir d'une découverte à la bibliothèque de l'Arsenal, vous êtes arrivé si loin ? C'est en effet une recherche très difficile, puisque la difficulté réside dans le fait que les manuscrits du Moyen-Âge ne portent pas un titre clair. C'est-à-dire, souvent ils sont nommés par un titre vague, comme Merlin, Arthur, le Graal. Il faut savoir aussi qu'un manuscrit, généralement, ne contient pas un seul texte. Un manuscrit recueille plusieurs textes. Et du coup, je n'avais pas autre choix qu'aller consulter tous les manuscrits liés au roi Arthur, au Graal, à Merlin. Donc cela fait des centaines et des centaines de manuscrits, donc des milliers de manuscrits même. Alors comment j'ai procédé ? J'ai commencé par les études déjà existantes, donc les études arthuriennes déjà existantes, mais j'ai bien compris assez vite que si je voulais trouver des textes inconnus que les autres chercheurs n'avaient pas trouvés, il fallait remonter vraiment aux sources premières, donc remonter au catalogue des bibliothèques, aller chercher là où les autres chercheurs n'avaient pas cherché en quelque sorte. Et du coup,
à un certain moment, quand j'ai compris que ce texte a été écrit au XIIIe siècle en Italie, en langue française mais en Italie, la langue française était en quelque sorte la langue de prestige international, j'ai eu plusieurs pistes plus précises pour trouver ce texte. Une autre piste que j'ai suivie était d'aller chercher justement dans des manuscrits dans des conditions très mauvaises. Donc des manuscrits par exemple dépecés. À la Renaissance, on a dépecé les manuscrits du Moyen-Âge qui n'étaient plus lus. Donc j'ai trouvé plusieurs manuscrits en lambeaux. Donc à la Renaissance, souvent, on démembrait ces manuscrits et les feuillets étaient utilisés pour couvrir comme des reliures. Du coup, plusieurs fragments que j'ai trouvés, c'était des reliures d'autres livres. Il y a un côté barbare quand même, à ce que la Renaissance détruise quand même des textes du Moyen-Âge. Mais absolument, mais parce que en fait, ces textes n'étaient plus lisibles. C'est-à-dire aussi bien parce qu'ils étaient écrits en ancien français, en écriture gothique, mais aussi parce qu'ils représentaient un monde qui était démodé en quelque sorte. La chevalerie est démodée, le chevalier n'a plus la même place, la guerre a évolué, et donc en quelque sorte, oui, ces manuscrits qui nous paraissent aujourd'hui si précieux sont démembrés, sans compter que d'autres manuscrits ont brûlé. Plusieurs bibliothèques, même récemment, même il y a un siècle environ, ont brûlé. Donc à Turin, par exemple, j'ai trouvé plusieurs manuscrits que l'on croyait brûlés, mais qui existaient encore. Et dans ces manuscrits, j'ai trouvé l'un de ces fragments qui m'a permis de reconstituer les aventures de Ségurant, le chevalier au dragon. Il y a un travail technique de découverte, c'est-à-dire que vous avez même utilisé la lumière ultraviolette pour lire ces textes. Oui, absolument. Il y a des manuscrits qui ne sont pas lisibles à l'œil nu. Donc, j'ai utilisé aussi bien la lampe de Wood, donc qui utilise la lumière ultraviolette, qui permet de lire des textes effacés, donc on voit l'encre qui n'est pas lisible à l'œil nu, mais aussi une autre technique qui on appelle l'imagerie multispectrale, et avec plusieurs spectres de lumière, on arrive avec un traitement informatique à lire les textes. À part cela, il y a vraiment une étude très précise de chaque fragment. Il ne s'agit pas seulement évidemment de trouver les fragments. Je dirais que le travail plus grand n'a pas été celui de trouver les fragments. Le travail plus grand a été ensuite d'étudier précisément chaque fragment, c'est-à-dire de savoir quelle était la date de chaque fragment retrouvé, d'étudier la langue de chaque manuscrit, éditer le texte précisément. Parce que les langues, il y avait plusieurs langues. C'est-à-dire, il est écrit en ancien français, mais chaque manuscrit est écrit dans un dialecte ou une langue différente. Puisqu'en fait, au Moyen-Âge, on conserve très rarement un original. Donc, on travaille sur des copies. Donc, ce texte n'est conservé dans aucun manuscrit de manière complète, mais on en conserve plusieurs copies. C'est pour ça qu'il a fallu faire un puzzle de tous ces textes qui nous sont parvenus. Alors vous le dites, il y avait plusieurs textes, plusieurs manuscrits, 28 très exactement, répartis à travers le monde, un véritable puzzle. Existe-t-il un manuscrit plus complet que les autres, une sorte de manuscrit, une matrice qui prend le dessus ? Alors oui, il y a le premier manuscrit sur lequel je suis tombé, j'ai eu de la chance parce que je suis rentré dans cette recherche par le bon bout en quelque sorte. Donc le manuscrit 5229 de la bibliothèque de l'Arsenal contient en quelque sorte la version la plus étendue qui correspond à la version la plus ancienne. Et ensuite, donc quelle année ? Donc, alors, remonte au XIIIe siècle. J'ai pu proposer une date plus précise, donc entre 1240 et 1273. Donc, ce texte se date par rapport à d'autres textes, donc par rapport à un autre roman de la table ronde qui s'appelle Guiron le Courtois, donc qui a été écrit avant 1240, et par rapport aux prophéties de Merlin. Donc les prophéties de Merlin, c'est un texte qui est daté de 1272-1273, qui mentionne donc le personnage de Ségurant le chevalier au dragon. Donc en quelque sorte, la version la plus ancienne s'insère entre ces deux romans, et après les autres versions ont été écrites à partir de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Vraiment, ce personnage a passionné les lecteurs et plusieurs scribes anonymes ont pris la suite. On trouve même des fragments traduits en italien et des mentions de Ségurant en espagnol et même en anglais. Ce qui montre que ce manuscrit, ce roman a vraiment essaimé et que ce chevalier devait être très connu à son époque, aussi parce que 28 manuscrits, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que souvent, même pour des œuvres très connues, on conserve un seul manuscrit, alors 28 manuscrits, c'est vraiment beaucoup. Vous utilisez le terme de paraquel.
Oui, tout à fait. C'est un paraquel, hein, ou un paraquel ou paraquel. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui s'insère dans un univers déjà donné, l'univers de la légende du roi Arthur. Mais en quelque sorte, les aventures de Ségurant s'inscrivent en parallèle des aventures de Lancelot et de Tristan. Donc l'auteur a voulu écrire une continuation, mais elle se situe en même temps. Donc c'est pour ça on parle aujourd'hui pour les séries, on parle de paraquel, donc une suite, mais qui s'insère en quelque sorte dans une temporalité qui est donc la même. Il y a les préquels et les paraquels. Il y a les préquels, il y a les séquels. Hein. Les préquels c'est avant, les séquels après, et les paraquels c'est en même temps. D'accord, on est vraiment dans le monde de Star Wars. Alors pourquoi il y a une chose quand même qui est assez extraordinaire, c'est que vous dites 28 textes, c'est beaucoup, alors que ça nous semble très peu. Quand on pense par exemple aux évangiles, on a des milliers et des milliers de reproductions des évangiles qui datent des premiers siècles. Là, vous n'avez que 28 textes. Comment s'explique cette répartition géographique au fond ? Elle est assez incroyable. Comment un morceau de texte peut se retrouver aux États-Unis ? Alors, tout d'abord, il faut préciser que, évidemment, les textes en langue française sont moins copiés par rapport aux textes en latin. Oui. Donc, en effet, 28 manuscrits, c'est pas beaucoup par rapport aux évangiles et à la Bible, mais c'est beaucoup, par exemple, par rapport à d'autres œuvres en langue française. Il faut penser que le best-seller du Moyen-Âge, donc le roman de la Rose, aujourd'hui, on le conserve dans 200 manuscrits environ. C'est vraiment l'œuvre la plus lue. Mais des œuvres très importantes du Moyen-Âge, on les conserve dans un seul manuscrit. Donc 28 manuscrits, c'est à la fois beaucoup et peu, selon si on le compare à des textes en latin ou bien à des textes en langue française. Quant aux manuscrits, alors évidemment, les manuscrits voyagent beaucoup. C'est-à-dire, déjà au Moyen-Âge, les manuscrits en français ne sont pas copiés et transcrits seulement en France, mais aussi en Italie, en Grande-Bretagne, un petit peu aussi en Espagne. Mais surtout, c'est l'histoire qui va suivre. C'est-à-dire, tous les collections, tous les collectionneurs dans les siècles suivants qui se passent le manuscrit, qui s'achètent le manuscrit. Et donc, c'est comme ça qu'un manuscrit peut voyager même très loin de l'endroit où il a été écrit. Évidemment, le manuscrit aux États-Unis n'a pas été écrit aux États-Unis. Bien évidemment. Et donc, évidemment, il y a toute cette question de l'histoire des manuscrits qui est un autre volet sur lequel je me suis penché aussi. Il s'agit aussi de comprendre pourquoi un tel manuscrit se trouve dans une telle bibliothèque et pas ailleurs. Alors venons-en au sujet lui-même, Ségurant, ce chevalier au dragon. Est-ce qu'il existe une allusion à Ségurant dans les autres textes de la légende arthurienne, tout d'abord ? Alors ce qui est très amusant, c'est que dans tous les grands romans du cycle arthurien, évidemment, Ségurant n'existe pas. Et son auteur, anonyme, a voulu faire de lui le meilleur chevalier de la table ronde. Ce qui était un peu compliqué, puisque les chevaliers étaient prétentieux, mais surtout difficile, puisque le meilleur chevalier était censé être Lancelot, ou alors Tristan, ou alors Galad. Et lui, il veut imposer son propre chevalier. Alors comment il procède ? Il invente une histoire qui permet de justifier l'absence de Ségurant dans les romans antérieurs. Du coup, donc, Ségurant est le meilleur chevalier du monde. Il se rend à la cour du roi Arthur. Il vend tous les meilleurs chevaliers de la cour du roi Arthur, mais la fée Morgane invoque un diable. Et voilà qu'il se retrouve ensorcelé, obligé à poursuivre ce dragon diable. C'est un diable qui se présente sous l'apparence d'un monstre, d'un dragon. Et donc, la fée Morgane raconte au roi Arthur qu'en réalité, Ségurant, il n'existait pas. C'était juste un mirage. Et un mirage, et tout la cour du roi Arthur croit finalement au mensonge de Morgane, et comme ça, Ségurant est oublié. Cela permet d'expliquer pourquoi, à travers la fiction évidemment, pourquoi Ségurant ne se trouve pas dans les romans antérieurs. Alors le nom peut-être de Ségurant, c'est un nom propre, il possède une signification particulière, c'est un nom courant qui existe dans le monde médiéval, ou c'est un nom inventé ? Alors, j'ai une hypothèse que j'ai pu explorer dans mes travaux. J'ai rapproché Ségurant de Siegfried de Sigurd, donc de Siegfried, le héros des Nibelungen, de la chanson des Nibelungen.
et de son avatar scandinave Sigurd. Il s'agit du même héros, 2 incarnations du même héros. Il faut savoir que dans les premiers manuscrits, Ségurant est appelé Sigurand. Et on voit qu'entre Sigurand, Siegfried et Sigurd, on a une même racine commune. Donc ces héros ont plusieurs points en commun, non seulement leur nom. Donc évidemment, les 3 poursuivent un dragon, ils franchissent un mur de feu, il y a une histoire autour d'un trésor enchanté. Donc il y a vraiment plusieurs points qui se rencontrent. Et j'ai pu montrer qu'en Italie, donc près de l'endroit où ce roman est né en quelque sorte, la légende de la table ronde et la légende de Siegfried ont pu se rencontrer, puisque dans un château en Italie, le Castello di Roncolo, j'ai trouvé une fresque qui représente à la fois Siegfried et le roi Arthur. Donc il y a un lien. Donc il peut y avoir un lien. Oui. Et si c'est le cas, Ségurant peut être le produit de plusieurs cultures européennes qui se sont miraculeusement rencontrées à un moment donné. Au XIIIe siècle, la légende du roi Arthur rencontre l'épopée de Siegfried en Italie et en langue française, ce qui fait de Ségurant vraiment un produit européen, en quelque sorte. Il y a une singularité en conséquence de ce personnage Ségurant dans la légende arthurienne, c'est un personnage unique. Oui, c'est un personnage unique. Pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte... Donc, non seulement votre découverte est unique, mais en plus, le personnage qui est le fruit de cette découverte est unique lui-même. Oui, il se différencie des autres chevaliers, puisque à l'époque, chaque chevalier a une dame. Donc, Lancelot accomplit ses exploits pour Guenièvre, Tristan pour Iseux. Et alors que Ségurant, il poursuit juste un dragon, en quelque sorte. Donc, l'amour est remplacé par l'aventure. Donc, ce n'est pas un chevalier comme les autres, ce n'est pas non plus un chevalier mystique comme Galad, le chevalier qui trouvera le Graal. Donc, on est vraiment sur un personnage qui se différencie des autres et qui a même quelques traits très étonnant. C'est un chevalier qui est très vorace, qui a un très grand appétit et qui est en quelque sorte accompagné par des personnages improbables qui ajoutent une dimension comique au texte. Ce qui fait que ce roman de Ségurant le chevalier au dragon annonce déjà l'évolution du roman postérieur, en quelque sorte. On trouve déjà quelques traits qu'on trouvera ensuite dans l'évolution du roman de la chevalerie. Et en quelque sorte, Ségurant est déjà un peu un Don Quichotte. Il poursuit une chimère. Il poursuit un dragon qui en réalité n'existe pas, qui est juste un mirage. Donc il est inatteignable. Est-ce que ça rend la légende arthurienne, on va dire, plus terre à terre et moins merveilleuse? Alors, à la fois, il y a de la merveille, il y a cet émerveillement, puisque rencontrer un dragon, ça fait partie de cet émerveillement. Oui, mais il n'existe pas. Oui, absolument. C'est comme le diable. Vous dites, d'ailleurs, vous le comparez au diable. Absolument. C'est-à-dire que oui, la merveille est présente, mais à la fois, il y a une distanciation. Et dans ça, ce texte est très nouveau, c'est-à-dire introduire cette distanciation qu'on retrouvera ensuite à la Renaissance avec l'Arioste par exemple, avec son Roland furieux en Italie. Voilà, il se moquera en quelque sorte de cette chevalerie et Don Quichotte encore plus. Vous le rapprochez quand même de Lancelot et Tristan. Oui, je dis que c'est un nouveau Lancelot et un nouveau Tristan, mais un Lancelot sans Guenièvre et un Tristan sans Iseux. Sans Iseux. Alors, pourquoi avoir inventé ce chevalier au dragon? Qu'apporte-t-il à la légende arthurienne? Je pense qu'il manquait un chevalier au dragon. Il y avait déjà un chevalier au lion. Oui. Et en quelque sorte, le chevalier au dragon imite le chevalier au lion. Il faut savoir que les deux créatures les plus monstrueuses dans les romans de la table ronde, dans l'univers arthurien, c'est le lion et le dragon. D'ailleurs, des créatures qui étaient, ce qui est très amusant, c'est qu'au Moyen-Âge, quand on ouvre une encyclopédie du Moyen-Âge, donc un bestiaire, l'encyclopédie des animaux du Moyen-Âge, le lion et le dragon et d'autres animaux sont mis sur le même plan. Voir un dragon et voir un lion, c'était aussi improbable pour quelqu'un qui habitait en Occident, dans l'Europe du Moyen-Âge. Et donc déjà, la Bible associait le dragon et le lion. Et je pense que si cet auteur a voulu créer un chevalier au dragon, c'est qu'il y avait une lacune, il y avait en quelque sorte une place manquante à la table ronde. Il y a une description de Ségurant.
Alors, Ségurin, en réalité, est décrit à la fin du Moyen-Âge. Les premiers textes ne décrivent pas physiquement Ségurin, et il y a un armorial, donc, c'est-à-dire un recueil de blasons de chevaliers qui introduit donc une description physique. Et c'est la première description physique de ce chevalier. Et ce qui est très amusant, c'est que dans ce manuscrit, il y a aussi un portrait que l'on retrouve dans cette édition. Il était doux et pacifique, il avait les cheveux plus noirs que de quelque autre couleur et le reste de son corps avait des formes et des proportions si parfaites qu'on ne pouvait rien y trouver à redire. Quelles sont les valeurs véhiculées par ce texte? Est-ce que il y a des valeurs particulières qui diffèrent quelque peu de la légende arthurienne telle que nous la connaissons? Oui, je dirais qu'il y a un changement par rapport au premier roman dans lequel l'amour est le centre. Vraiment, c'est l'amour courtois, c'est l'amour d'un homme pour une dame. Et là, on ne trouve pas cette dimension. On ne trouve pas non plus la dimension mystique, donc cette quête du Graal mystique. Il y a une quête du Graal dans ce texte, dans le sens où le chevalier doit être désensorcelé par le Graal, mais c'est plutôt, le Graal est considéré plutôt comme un objet magique. Donc il y a cette différence, et au lieu de cela, c'est un chevalier qui poursuit son propre, voilà, il accomplit sa propre quête. C'est une quête individuelle. C'est aussi pour rejoindre la gloire, atteindre la gloire pour lui, pour son clan, pour sa famille, pour ses proches. Donc on a vraiment des valeurs différentes. Et puis, on a surtout une distanciation, c'est-à-dire que déjà on se moque de l'amour courtois. Déjà, et ça c'est très nouveau. Déjà à la fin du XIIIe siècle, déjà on sent déjà que l'amour courtois commence à être démodé en quelque sorte. C'est un chevalier abusé abusé par le fait que le dragon n'existe pas et qu'il a une quête, en fait, il est dans une quête impossible, mais aussi un chevalier désabusé précisément parce qu'il n'a pas de dame. C'est un chevalier, oui, abusé sûrement, puisque voilà, il poursuit une chimère. Désabusé, je ne sais pas si ce manque d'amour fait de lui un chevalier désabusé. Il est par contre accompagné par un personnage désabusé qui est un autre chevalier qui s'appelle Dinadan. Et ce Dinadan est un personnage qui explique pourquoi il n'est pas amoureux. Il a déjà eu des catastrophes en amour. Il ne souhaite plus avoir une autre dame. Et c'est lui qui porte cette dimension critique, qui se moque de l'amour courtois, qui a cette prise de distance par rapport aux valeurs des premiers romans. Il a un côté gauche, un côté maladroit. Vous évoquiez tout à l'heure une dimension comique. Oui, il a un côté maladroit, mais c'est surtout un autre personnage qui le flanque, qui s'appelle Golistan, qui est un demi-géant. Plus précisément, il est le fils d'un géant, donc qui est un personnage qui rêve d'être chevalier. Alors, il sera juste écuyer à la fin, il deviendra l'écuyer de Ségurin. Et voilà, qui est très maladroit, puisque il rêve d'être chevalier, mais il ne connaît rien à la chevalerie. Pour le coup, il voit des paysans, il leur parle comme s'ils étaient des chevaliers. Et donc il combat comme s'il faisait une rixe à chaque fois, donc parce qu'il a juré qu'il ne peut pas utiliser une épée tant qu'il ne sera pas chevalier. Et pour le coup, il combat avec ses mains, voilà, comme si c'était une rixe à chaque fois. Emmanuel Arioli, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question plus personnelle. Qu'est-ce que ça fait d'être un jeune historien comme vous et d'avoir découvert, excusez du peu, un pan qui, en quelque sorte, transforme la légende arthurienne, parce que vous venez de nous expliquer que la légende arthurienne était transformée par ce personnage. C'est très émouvant parce que on conserve très peu, enfin ces romans de la table ronde, on en a assez peu qui remontent au Moyen-Âge, et d'avoir trouvé un roman inconnu, c'est vraiment, je pense, c'est une chance inouïe. Et surtout, voilà, je suis très curieux de savoir ce que les lecteurs vont penser de ce nouveau chevalier oublié, parce que c'était une quête que j'ai menée seule très longtemps, et je suis donc ravi de pouvoir enfin la partager avec un public large. Retrouvez aujourd'hui un nouveau roman du Moyen-Âge, un roman arthurien
connu est exceptionnel. Reconstituer l'ensemble du roman est un prodige d'érudition, d'intelligence et de sensibilité. Ces mots sont de Michel Zinc, le grand Michel Zinc de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, et aussi de l'Académie française. Ségurant, le chevalier au dragon. Donc l'édition complète de votre thèse est disponible chez Honoré Champion pour tous les médiévistes qui le souhaitent. Ceux qui souhaitent avoir une édition plus accessible peuvent se procurer votre édition donc aux belles lettres, Ségurant, le chevalier au dragon. Et pour ceux qui veulent donner des vocations de médiévistes, il y a cette bande dessinée qui est également sortie. Rappelez-moi le titre exact de la bande dessinée que c'est le même. C'est le même. Donc Ségurant, le chevalier au dragon, paru chez Seuil Jeunesse. Qui est disponible à la fois chez Dargaud pour un public de 12-13 plus, et chez le Seuil Jeunesse, c'est la version vraiment enfant entre 16 et 12. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel et Arioli d'être venus à notre micro. Je renvoie nos auditeurs au numéro d'Histoire et Civilisation qui est actuellement disponible en kiosque, qui est consacré aux Français en Amérique. N'hésitez pas à vous procurer Histoire et Civilisation. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce. Merci.